Bonjour à tout le monde, je suis Dr Peter Selouliba, médecin généraliste congolais. Je travaille avec Médecins sans frontières Hollande, en République démocratique du Congo, dans les grands projets de Mouessou. Pour aujourd'hui, nous voulons vous raconter une histoire malheureuse d'un patient X, âgé de 3 mois, qui nous avait consulté en date du 9 novembre 2020 pour douleur abdominale, selles gléro-sanguinolents et vomissements. Le tableau datait de 3 jours de notre consultation où, à l'examen physique, son état général était altéré par une irritabilité. Il y avait cernes oculaires qui étaient peu prononcées et la muqueuse buccale était sèche. L'abdomen était peu ballonné, souple, sensible dans tous les cadrans, mais sans contracture ni défense. Nous avions réalisé des trouchés rectales qui nous avaient révélé une masse molle, difficilement identifiable, mais du moins les doigtiers étaient essuyés de sécrétions gléro-sanguinolentes, mais d'abondance moyenne. À cela, nous avons pensé à un abdomen aigu chirurgical à mettre au point et probablement une invagination sur terrain de déshydratation modérée. Au vu de cela, nous avions soumis les patients sous un traitement fait de ceftriaxone, métronidazole, gentamicine. Nous avons donné aussi une solution de ringer lactate de 4 heures. Nous avons recommandé rien péros pour cet enfant et nous avons placé la sonde nasogastrique d'évacuation afin d'orienter les patients en pédiatrie générale où nous avions insisté sur la seconde évaluation par l'équipe de la chirurgie afin d'infirmer ou d'affirmer ce diagnostic d'admission d'abdomen aigu chirurgical et afin de réorienter la prise en charge. Malheureusement, le patient n'a pas pu survivre juste 24 heures après et sans même qu'on puisse trouver le diagnostic final. Généralement, à l'hôpital général de référence de Mouessou, nous analysons tous les cas de décès. Et cette analyse figure parmi nos indicateurs d'auto-évaluation de notre qualité de soins. Mais pour y parvenir, nous nous servons d'un document communément appelé la fiche d'analyse des décès qui comprend 6 rubriques. Nous avons la partie d'identité du patient et puis nous avons la partie d'examen clinique du patient. Nous avons aussi l'autre partie de l'évolution en cours d'hospitalisation. Nous avons la partie des causes probables de l'échec du traitement où nous évaluons nos réponses au traitement. Nous avons la partie du diagnostic de décès où nous déterminons ce qui pourrait être la base du décès de l'enfant. Et enfin, nous évaluons de façon générale notre prise en charge. Et c'est ainsi que nous reformulons des recommandations. Du moins, nous avons prévu en annexe un exemple de fiche d'analyse des décès que nous utilisons à l'hôpital que vous allez voir. Et par cette analyse des décès, nous sous-entendons une revue documentaire d'un cas de décès permettant aux prestataires de soins de pouvoir identifier la cause des décès, mais aussi de dénicher certaines erreurs qu'il faut corriger afin de pouvoir éviter un éventuel décès similaire dans les jours à venir. Notons que cette analyse connaît la participation d'une équipe mixte faite des médecins et des infirmiers, mais cela sans pour autant vouloir chercher à indexer ou à incriminer qui que ce soit, mais dans un but de pouvoir identifier des besoins en formation ou soit les besoins en accompagnement afin de rehausser notre niveau ainsi que notre qualité de soins à l'hôpital général de référence de Mouessou. On ne peut pas seulement parler des bienfaits de l'analyse, mais aussi nous allons vous parler des facteurs barrières que nous rencontrons par rapport à l'implémentation de ces systèmes dans nos structures de santé. Et c'est ainsi que vous allez voir, pour certains prestataires, les cas de décès, donc l'analyse des décès représente pour eux
un fait traumatisant. Et c'est pour cette raison qu'ils ne veulent plus attendre même parler ou analyser ces cas de décès auxquels ils ont participé. Pour d'autres prestataires, ils ont vraiment peur et pensent que l'analyse des décès est associée à des sanctions disciplinaires. D'où raison pour eux de jouer à la défense, d'autres même de jouer à l'absentéisme, donc ils préfèrent même s'absenter le jour de l'analyse des décès. Et d'autres deviennent indifférents au jour d'analyse. Ils préfèrent jouer au mythisme, donc ils ne veulent même pas parler parce qu'ils pensent qu'on est en train de chercher leur tête. Et pour d'autres agents, l'analyse des décès représente donc ça représente un fait, je vais dire, plus émotionnel. Donc lorsqu'on analyse, lui, au lieu de participer activement dans l'analyse, vous allez voir, il commence seulement à pleurer. Et donc, pour lui, c'est vraiment trop émotionnel. Et dans ce sens, ça perturbe même les biens fondés de cette analyse. Bon, pour y parvenir, ce que nous faisons est que, avant de commencer notre analyse, nous tenons à rappeler à l'équipe que l'objectif de cette analyse n'est pas de pouvoir incriminer les fautifs, mais du moins, tous nous apprenons de cette analyse. Et c'est pourquoi la contribution de tout un chacun peut pouvoir contribuer à l'amélioration de notre qualité de soins. Bien sûr que l'analyse des décès est considérée comme une pièce maîtresse dans notre qualité de soins, mais du moins nous avons d'autres analyses que nous faisons au niveau de l'hôpital, telles que l'analyse des cas d'asphyxie, l'analyse des références, nous faisons l'analyse des cas de rupture utérine à la maternité, nous faisons l'analyse de la consommation de médicaments, nous faisons l'analyse de la prescription rationnelle par rapport au protocole MSF que nous utilisons à l'hôpital. Aussi, nous faisons l'analyse de, je vais dire, du degré de la collaboration des prestataires au niveau de l'hôpital. Et partant de tous ces aspects, tous ces indicateurs que nous analysons, c'est ainsi que vous allez voir avec nous que nous avons fortement diminué les taux de mortalité dans notre hôpital référence de Mouesso, de façon générale, mais en particulier dans les services de pédiatrie générale, où les taux de décès étaient passés en 2017 de 3,8 à 3,7 en 2018, et on est même arrivé jusqu'à 3% en 2019, et en 2020, nous sommes à 2,5. De même en néonatologie, où les taux de mortalité, en 2017, nous étions à 15,75%, mais en 2018, nous sommes passés jusqu'à 10,5%, et en 2019, c'était déjà nous étions descendus jusqu'à 6,9%. Et en 2020, nous étions arrivés, je pense, c'était vers 5%. Et donc, vous allez voir avec nous que tout ce que nous faisons, toutes les analyses que nous faisons à l'hôpital, nous ont aidé à voir les chiffres dont nous vous présentons. De façon brève, ou tout comme je peux dire en concluant, je tiens à vous informer que chez nous, nous ne sommes pas vraiment suffisamment équipés en paraclinique. Et c'est parce que nous œuvrons dans des contextes d'urgence et surtout que nous sommes dans un pays à ressources limitées. Et c'est ainsi que chez nous, les diagnostics sont plus cliniques que paracliniques. Et donc, presque toutes les pathologies, nous traitons 90% cliniques et que c'est seulement 10% qui est paraclinique. Alors, en revenant sur les cas que je vous ai présentés, les cas qui est décédé sans pour autant connaître les diagnostics, nous l'avions analysé en équipe à l'hôpital et nous avons retenu que le patient peut-être était décédé du fait que les traitements n'étaient pas conformes au diagnostic. Et donc, on n'avait même pas trouvé le diagnostic. C'était improbable un cas d'abdomen aigu chirurgical, mais malheureusement, la seconde évaluation n'était pas faite dans le service de pédiatrie. Et donc, il était décédé sans pour autant que même l'équipe de chirurgie ne passe.
Et donc, nous avons compris que c'était un diagnostic qui n'était pas conforme au traitement. Autre chose, nous avons pensé que le diagnostic des décès pourrait être un trouble hydroélectrolytique consécutif à cette invagination qui n'a pas été prise en charge, voire même au cours d'hospice, les patients faisaient des épisodes de diarrhée auxquels aussi la réhydratation n'était pas conforme. Et donc, on n'avait pas réhydraté le patient selon que son tableau de déshydratation le voulait. Enfin, nous avions évalué de façon générale notre prise en charge et c'est ainsi que nous avions reformulé quelques recommandations que nous avons adressées à l'équipe. Premièrement, nous devons essayer d'améliorer notre façon d'évaluer les patients à l'admission ainsi que l'orientation. Donc, nous devons orienter les patients selon que dû les contextes têtus et la réévaluation des patients dans les services s'avère impératif. Aussi, de cette analyse, nous avons retenu qu'il y avait un besoin vraiment urgent en formation par rapport au diagnostic et prise en charge des abdomens aigus chirurgicaux. Et cela, c'était dans une échéance qui était plus ou moins courte. Aussi, nous avons identifié aussi une recommandation qu'on pourrait orienter vers la communauté, du fait que les patients avaient consulté avec un grand retard. Et si du moins la communauté nous référait à temps les patients, peut-être qu'on aurait la chance de pouvoir investiguer par rapport au diagnostic et sauver les patients. Malheureusement, chose qui n'était pas faite. Et donc, nous avons toujours à sensibiliser la communauté à pouvoir consulter l'hôpital à temps. Nous n'allons pas finir sans pour autant inviter d'autres prestataires de soins qui travaillent dans presque mêmes conditions que nous, de pouvoir nous emboîter les pas et donc de pouvoir imiter ce que nous faisons, suivre notre exemple, de ne jamais se décourager parce qu'on n'a pas un paraclinique qui est plus fort, mais du moins seulement avec clinique, on peut mieux faire et on peut améliorer notre qualité ou leur qualité de soins. Et c'est dans ce peu de mots que nous vous disons et nous vous remercions.